Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Demain la Cité. Dans cette émission, nous avons pour habitude de recevoir des maires, des urbanistes, des architectes qui nous décrivent des projets d'aménagement sur une ville, l'occasion de découvrir la politique de la ville en France et notamment en région parisienne. Aujourd'hui, la parole est à un acteur de terrain, une fédération d'associations qui œuvre dans nos villes et nos banlieues. Samuel Thomas, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la Fédération nationale des maisons des potes. Qu'est-ce que c'est que cette fédération ? La Fédération des maisons des potes, elle a rassemblé des dizaines d'associations qui sont implantées au cœur des quartiers, qui organisent la citoyenneté, la solidarité, qui mettent en œuvre donc des actions pour que les jeunes puissent trouver des stages, puissent rencontrer les élus, se confronter à eux, définir des orientations, les réclamer, et puis quand les élus les ont promis, veiller à ce qu'elles soient réalisées. Donc c'est un mouvement citoyen, un mouvement d'associations qui sont pour certaines très implantées depuis des années dans les quartiers, pour d'autres qui essayent d'agir plus à l'échelle d'une ville tout entière. Quelle est l'histoire de cette fédération ? Elle existe depuis de nombreuses années Oui, alors elle existe depuis 1989. En fait, au point de départ, c'était les militants d'SOS Racisme qui, après avoir mené une campagne pour qu'il y ait des avancées contre la ségrégation, contre la ghettoisation, pour la régularisation des travailleurs sans papier, pour le droit de vote des étrangers, qui ont dit voilà, maintenant il faut s'implanter localement, structurer des équipes, venir en aide aux populations et avoir une capacité de mobiliser les habitants des quartiers pour qu'ils puissent réclamer des politiques de tenir leurs promesses. Et ce mouvement associatif créé des militants d'SOS Racisme, puis finalement s'est élargi et des associations de différentes histoires ont rejoint cette organisation pour qu'à la fin il y ait 300 associations dans cette fédération des maisons des potes. Et puis en 1993, on a produit un magazine qui s'appelle Pot à Pot, le journal des quartiers, qui est devenu le porte-parole des quartiers et par lequel justement ce travail de citoyenneté, d'interpellation des élus s'est beaucoup fait. Et puis finalement, il y a eu beaucoup d'actions à l'international qui ont été lancées, beaucoup de chantiers de solidarité internationale lancés en Afrique, avec beaucoup de jeunes qui sont partis faire des chantiers là-bas. Et puis après, il y a eu le mouvement féministe qui s'est réclamé de Ni pute ni soumise, qui est né des maisons des potes. Et puis après, il y a toute une campagne autour de la construction d'une Europe antiraciste qui est née de la Fédération des maisons des potes. Donc c'est une vie très vivante, enfin, c'est une association très vivante, avec beaucoup de projets, beaucoup d'énergie. Et qui évolue en fonction de l'actualité. Mais concrètement, aujourd'hui, vous êtes présent partout en France, dans toutes les régions Alors, on est présent à peu près dans toutes les régions, mais avec des équipes qui sont de différentes tailles. Il y a une trentaine de grosses associations Maisons des Potes qui fédèrent aussi au niveau local d'autres associations. C'est surtout, on va dire, la région Nord-Pas-de-Calais, région Rhône-Alpes, région PACA, Languedoc-Roussillon, Île-de-France, Bretagne, Normandie et même la Bourgogne aussi. Et donc dans ces équipes associatives, je pense à l'équipe de Strasbourg par exemple, il y a des militants de longue date comme Laurent Fritz qui ont porté ce combat pendant des années en s'implantant dans la cité de la Méno à Strasbourg par exemple, en faisant un travail de proximité dans des quartiers où finalement la jeunesse est dans des très grandes proportions au chômage. Donc il y a eu beaucoup de travail ces dernières années à destination des jeunes en recherche de formation, d'emploi. C'est aussi une des nouvelles caractéristiques de ce mouvement. Alors, qui dit maison des potes dit maison, qui dit maison dit accueil. Concrètement, c'est quoi le fonctionnement d'une maison type où il n'y a peut-être pas de fonctionnement de maison type ? Alors, il y a celles donc, qui ont des maisons pour de vrai, donc des lieux dans lesquels on accueille, par exemple la Maison des Potes, Maison de l'Égalité à Paris, qui accueille les victimes de discrimination, qui viennent raconter leurs problèmes, qu'ils ont un problème d'un voisin qui leur tient des propos racistes, qui ont des problèmes d'un bailleur qui refuse de leur donner un logement dans tel ou tel quartier parce qu'ils sont noirs. Donc il y a un accueil des victimes de discrimination, par exemple dans la Maison des Potes, Maison de l'Égalité à Paris. Et puis il y a des maisons des potes qui sont, je pense par exemple à celle de Roubaix, qui sont hébergées dans la maison des associations, parce que nos maisons des potes n'ont pas beaucoup de moyens, et donc finalement même de payer un loyer c'est des fois difficile, donc ils se font héberger dans la maison des associations et mènent des actions à l'intérieur des lycées. Donc finalement la maison des potes à Roubaix, elle est dans le lycée dans lequel ils mènent l'action SOS Stage. Il y a une interrelation en fonction des particularités régionales avec la vie des cités aux alentours. Voilà, il y a une capacité aussi à se déplacer là où on est sollicité. Donc,
par exemple, aujourd'hui, on est sollicité dans des lycées. On va à proximité de ces jeunes, plutôt que de leur dire de venir dans nos locaux pour qu'on puisse les aider à trouver des stages. On va à l'intérieur du lycée, on s'installe, le lycée nous ouvre un local, nous accueille en disant voilà, c'est ici la maison des potes maintenant. Et à l'intérieur du lycée, faites de la citoyenneté, éveillez la conscience militante des jeunes, accompagnez-les pour la découverte de la presse, de qu'est-ce que c'est que la liberté d'expression. Donc c'est un travail aussi de conscientisation qui s'inscrit dans la période avec toute la peur du fanatisme, le complotisme, l'antisémitisme, l'islamophobie, le racisme qui s'est développé. Il y a besoin d'être vraiment présent aux côtés de ces jeunes et soit dans la cité le soir, en dehors des heures de bureau, soit à l'intérieur des lycées, là où on trouve les lycéens au travail. Le profil des personnes qui adhèrent aux associations affiliées à la Fédération des Maisons des Potes, c'est quoi? C'est des jeunes, des moins jeunes, il y a tout le monde, tous les âges? Alors vraiment maintenant, c'est de 7 à 77 ans. Là, on vient d'accueillir par exemple une personne qui nous a dit voilà, moi je suis une retraitée de la Poste, je veux me mettre à disposition de votre association pour essayer de diffuser un message d'égalité, de mobiliser des gens autour de ces revendications. Il y a des jeunes qui sont lycéens, qui viennent et qui s'investissent. Donc vraiment, il y a toute une palette, avec bien sûr une prédominance de la jeunesse, plutôt des 25-30 ans ou des 18-30 ans, qui sont très investis, notamment sur l'enjeu, par exemple, de la lutte contre l'extrême droite, de la lutte contre le fanatisme, et qui collent des affiches avec les bonnes anciennes recettes militantes qui font qu'on essaye de parler à l'opinion publique, de faire la bataille culturelle, la bataille des idées, pour donner aux gens de l'énergie, de l'espérance, et ne pas laisser les gens sombrer dans la dépression parce qu'il y a 40% de chômage, parce qu'il n'y a pas d'avenir apparemment pour eux, quoi. Juste une dernière question sur un petit peu l'histoire de la fédération. Maison des Potes, vous l'avez expliqué, il y a un lien avec SOS Racisme. Ce sont d'anciens militants d'SOS Racisme qui ont lancé cette fédération et ces Maisons des Potes. Aujourd'hui, vous en souffrez parce que SOS Racisme a souvent été décrié dans le monde politique et par les citoyens. Alors en fait, on a eu donc beaucoup de militants qui sont venus de cette famille des potes, donc issus Touche pas mon pote, avec l'énergie qu'il y a eu dans les années 80 autour du concert de la Concorde, de la campagne 89 pour l'égalité, et on retrouve dans nos revendications une bonne partie des revendications qui étaient déjà portées en 89. Maintenant, il y a une exigence de vérité de la part des politiques qui nous caractérise et qui est le reproche qu'on a fait à SOS Racisme de ne pas être assez vigilant pour que les promesses que les élus, que les dirigeants avaient fait à SOS Racisme soient tenues. Et puis, il y a une rigueur dans l'accompagnement des équipes locales, qui est aussi une décision d'une fédération qui, en s'appelant fédération, a mis comme priorité d'épauler les équipes locales pour permettre leur implantation et leur développement, parce que d'être dans un mouvement historiquement qui était surtout, on va dire, centralisé, national, centralisé, avait occupant laissé, les médias. Voilà, avait laissé un peu les militants de côté en disant il y a la tête d'affiche qui va être invitée dans les médias, qui va être l'interlocuteur des politiques, et puis les petites mains sont un petit peu oubliées. Donc on fait, en fonction de cette histoire-là, on essaye de faire en sorte qu'il y ait un accompagnement des équipes locales qui soit beaucoup plus attentionné que ce qu'on avait eu comme reproche dans la mouvance SOS Racisme auparavant. Et donc sur les actions que vous avez citées, on sent que vous êtes toujours dans la lutte contre les discriminations, toute forme de discrimination. Est-ce que c'est quelque chose d'essentiel dans la politique de la ville aujourd'hui? Oui, parce que justement, on se bat contre un discours qui était sur la discrimination positive et sur la thématique. Avec tout ce qu'on a fait pour les quartiers, on ne comprend pas qu'ils soient autant, on va dire, fauteurs de troubles. Pourquoi cette jeunesse-là est autant délinquante, autant au chômage, avec tout ce qu'on a fait pour elle? On commence, nous, par rétablir la vérité en disant on n'a absolument rien fait pour les quartiers qui soit équivalent à ce qu'on a fait pour le reste de la ville. Donc il y a déjà une discrimination territoriale, parce que quand on dit qu'on a fait les ZEP, mais en réalité, dans une ZEP, un enfant de ZEP a une éducation au rabais. Pourtant, ça s'appelle zone d'éducation prioritaire. Pourquoi est-ce qu'elle est au rabais? Parce que c'est dans ces territoires-là qu'il y a le plus fort taux d'absentéisme chez les profs qui sont jeunes et qui sont en dépression et qui décrochent. Et il y a un collectif de parents d'élèves du 93 qui a démontré qu'un enfant de ZEP avait une année de scolarité en moins sur 18 ans, simplement à cause de l'absence des profs qui craquent. Donc,
il faut d'abord rétablir le principe que quand on est dans un quartier, on souffre d'une discrimination d'État. On a une éducation avec des profs débutants, on a un encadrement de la police qui est avec des policiers débutants, on a des accès aux transports qui sont bien inférieurs à ceux qui sont au centre-ville, on a une discrimination dans l'accès à la culture parce qu'on n'a pas accès aux mêmes lieux culturels que ceux qui sont au centre-ville aussi. Et donc, au point de départ, mener une campagne pour l'égalité, c'est-à-dire c'est fixer des orientations à la politique de la ville qui est de rétablir l'égalité. Ne pas parler de discrimination positive. On en est loin d'espérer avoir plus pour ceux qui ont moins. On veut au moins obtenir l'égalité. L'égalité d'accès à la culture, au logement, au transport, à l'éducation, Mais en même temps, il y a besoin d'actions particulières. Par exemple, la rénovation des quartiers, les grands programmes de l'ANRU ont un petit peu changé certaines images de quartier. C'est quelque chose que vous encouragez. On encourage à ce qu'il y ait, on va dire, une vitalité, qu'on ne peut pas laisser des territoires qui, on va dire, se désagrègent, se dépriment, se dévaluent, se déprécient, etc. Le reste de la ville s'est amélioré. On a fait des rues piétonnes dans les centres-villes, il n'y en avait pas avant. On a fait des beaux lampadaires, on a amélioré la beauté de tous les espaces de centre-ville. On a fait des super beaux tramways dans les centres-villes. Bon, il faut que les cités, elles aussi, bénéficient de cette modernité. Donc, bien sûr qu'il faut des grands chantiers de rénovation. Quand les communes qui abritent ces cités n'ont pas les moyens de le faire, il faut l'État et la Caisse des dépôts, etc., pour venir améliorer. Mais l'amélioration de l'habitat, finalement, c'est une des caractéristiques de la politique de la ville. C'est ce qui a été, on va dire, emblématique. On a dépensé de l'argent pour rénover les grands ensembles, les espaces verts, les gares, etc. C'est le fameux ANRU 1 qui a duré 10 ans. Et aujourd'hui, on est dans l'ANRU 2 où on essaye, parce qu'il y a eu peut-être un échec dans l'ANRU 1, on ne s'est pas assez occupé des citoyens. Et c'est un des objectifs de l'ANRU 2. Mais en fait, il faut savoir que la politique de la ville, depuis le programme développement social des quartiers de 84, etc., avait comme objectif le développement social, donc la participation des habitants, la participation des acteurs associatifs, la participation des acteurs économiques à la vie des quartiers. C'était toujours dans les textes. Mais en réalité, quand il y a un budget de 100 milliards, admettons, on va donner 99 milliards pour Bouygues et 1 milliard pour les acteurs sociaux. Alors qu'en réalité, il faudrait mettre la moitié pour Bouygues, la moitié pour les acteurs sociaux. Mais les acteurs sociaux, c'est-à-dire les associations, ceux qui veulent créer des espèces de coopératives, ils ont besoin des fonds publics. Ils ont besoin qu'on dote ceux qui veulent s'implanter pour faire de l'activité d'insertion économique, pour faire de l'activité culturelle, pour faire des médias de quartier. On a besoin qu'on leur dote de gros moyens. Or, on saupoudre des subventions ridicules et on donne même moins d'aide, finalement, de défiscalisation des emplois aux acteurs associatifs qu'aux entreprises privées. Donc, ceux qui ont eu la capacité d'intervenir dans les quartiers ces dernières années, parce qu'ils n'ont pas eu la peur d'y aller, ils ont eu la soif d'aider les habitants parce qu'ils étaient avec les habitants, ce sont les associations. Et ces associations ont été liquidées par des politiques publiques qui leur ont demandé de devenir des prestataires concurrentiels avec le marché privé pour pouvoir avoir des fonds publics. Et ça, vraiment, ça a cassé le monde associatif. C'est un constat que vous faites aujourd'hui, le monde associatif, notamment dans les quartiers sensibles, a été liquidé, est en grande difficulté. Le monde associatif, celui qui avait une capacité à mettre les habitants en mouvement par l'esprit de la solidarité, a été liquidé. Parce que dès lors qu'une association allait porter des revendications, par exemple, contre le projet de l'ANRU, par exemple, contre l'aménagement d'un centre commercial, contre une politique urbaniste qui ne lui plaisait pas, d'un seul coup, on disait « Ouh là là, vous êtes trop militant, vous, on va vous couper les subventions. Si vous êtes prestataire et vous faites un centre social paramunicipal, ça va. Si vous commencez à faire de la citoyenneté politique, on va vous couper. » Et finalement, avec cet état d'esprit-là, il y a eu une peur même de s'exprimer. Et cette peur de s'exprimer a fait partir les militants des associations. Et c'est devenu des associations avec quelques permanents qui essayent de se battre pour sauver leurs meubles, pour sauver leur emploi. Mais quelle est la solution alors pour sauver ce tissu associatif nécessaire dans les villes ? Il faut rendre beaucoup plus transparent les attributions des subventions publiques et il faut faire participer les acteurs associatifs au choix de qui va être subventionné. Donc, au niveau des maisons des potes, on formule une revendication qui est qu'il faut qu'il y ait un collège, un comité paritaire dans lequel il y ait et les représentants du préfet et de la mairie et les représentants des associations qui siègent paritairement
dans une instance qui sera dans chaque territoire politique de la ville ou à l'échelle d'un département chargée de décider de l'usage des fonds publics qui seront abondés. Et il faut augmenter significativement les fonds pour les associations. Aujourd'hui, il y a 500 millions d'euros du CGET, accès, pour les acteurs de terrain de la politique de la ville. 500 millions d'euros, c'est ridicule. On propose simplement déjà de doubler 500 millions d'euros supplémentaires. Quand on nous dit on ne sait pas où prendre l'argent, on le prend sur le loto et sur le PMU. Il faut savoir que le loto et le PMU a eu un boom de centaines de millions d'euros chaque année, plus la crise s'est aggravée. Alors là, vous êtes rentré dans une de vos propositions, parce que votre fédération agit, il y a différentes actions, mais vous faites également des propositions. Donc il y en a 10, il y en a 4, il y en a 14, ça dépend des périodes électorales. En gros, aujourd'hui, quelles sont les grandes propositions que vous défendez? Que le PMU finance la vie associative. Le PMU et le loto, en fait, on s'est aperçu que ce sont les pauvres qui enrichissent l'État en le jouant au loto. Il faut savoir que 70% des mises des joueurs de loto ou du PMU vont à l'État. Cet argent-là, il vient des quartiers populaires. On propose qu'il y redescende via ce fonds de soutien à la vie associative, avec donc 10% des recettes du PMU et du loto. On fait 500 millions d'euros qui sont alloués. C'est une recette qui avait été déjà utilisée par François Mitterrand, puisque c'est 0,7% du PMU et du loto qui allait au Fonds national du développement de la vie associative. Donc, on augmente significativement les moyens aux associations. Pour lutter contre la ségrégation, il faut lutter contre les discriminations au logement. La ségrégation, ça veut dire l'idée qu'il va y avoir à la Grande Borne, à Grigny, une majorité de personnes d'origine africaine, pendant que tel quartier de Paris a une majorité d'origine européenne. Cette ségrégation, elle a pour origine la discrimination. C'est-à-dire qu'il y a des organismes HLM qui définissent que dans ce quartier-là, il ne faut pas plus de 7% de noirs. Oh, dans ce quartier-là, de toute façon, c'est perdu. On peut en mettre 30, 40, 50%. Et cette politique des quotas est à l'origine d'une partie de la ségrégation qui fait que même si on a construit des nouveaux logements sociaux, ça n'a pas permis de casser les ghettos, parce que les nouveaux logements sociaux qu'on a construits étaient réservés majoritairement aux personnes de type européen. Donc, pour lutter contre la ségrégation, une des revendications, c'est l'anonymisation des candidatures HLM. On a des revendications sur l'éducation pour casser cette logique justement d'inégalité entre l'école de la ZEP et l'école du centre-ville, qui est d'augmenter significativement le nombre de profs dans les ZEP, en disant que même si ce sont des jeunes profs, d'accord, ça sera encore des jeunes profs parce que les vieux profs ne veulent pas y aller. Mais il faut qu'il y ait 30% de jeunes profs en plus, simplement pour qu'on dépense autant d'argent pour la ZEP que pour le centre-ville, puisque les jeunes profs coûtent 30% moins cher. On met 30% de jeunes profs en plus. Ces trois revendications-là, l'éducation, la ségrégation, le logement, le soutien à la vie associative, sont trois revendications qui sont constantes pour la Fédération des maisons de potes depuis très longtemps. Mais c'est surtout de l'argent pour de l'humain, finalement. Ce n'est pas pour du bâtiment. C'est ça qui compte aujourd'hui pour vous en matière de politique de la ville. Il faut encourager, financer l'humain plus que le bâti. Quand on a démarré pour choisir nos revendications, on avait fait un questionnaire sur 24 revendications. Et il y avait donc tout un tas de revendications sur le bâti, sur l'humain, sur ceci, sur cela. 97% des gens ont mis en priorité le renfort à l'éducation. Que si cette jeunesse dans les quartiers ou si les habitants des quartiers sont désespérés, ne sentent pas la République à leur côté, etc., c'est d'abord de renforcer l'action des éducateurs, des animateurs, des professeurs. Donc, priorité à l'éducation, l'humain, l'encadrement. Il faut savoir qu'un jeune dans une cité, il est laissé à lui-même dans la majorité des cas, alors qu'un enfant de la classe moyenne, il va avoir, par le biais des services municipaux ou de ce que les parents peuvent se payer en se faisant défiscaliser, un animateur qui s'occupe de lui, un professeur de guitare qui s'occupe de lui. Donc l'encadrement dans les quartiers, il faut le réélever pour pouvoir arriver à un niveau d'encadrement qui est celui qu'on a dans la classe moyenne. Le deuxième enjeu pour nous, c'est de réussir à unir les gens contre les communautarismes, contre les divisions, en disant nous la communauté noire, nous la communauté juive, nous la communauté musulmane, nous la communauté gay, etc. Et de dire qu'il faut s'unir pour des revendications d'égalité. Et donc c'est le leitmotiv de faire de l'égalité une réalité. Les 10 propositions qu'on a initiées en 2010. On a une campagne aujourd'hui qui s'appelle Unis pour l'égalité, qui défend 4 revendications
le droit de vote des étrangers, la régularisation des travailleurs sans papier, l'ouverture des emplois fermés, l'égalité dans le travail, quelle que soit la nationalité, et l'accès à la justice contre les discriminations par les testings et par les class actions. Et cette campagne unie pour l'égalité, on a réussi à la faire porter à l'échelle européenne, parce que ce qui se passe en France, c'est aussi ce qui se passe en Italie, en Espagne, en Grèce, au Portugal. Et donc on a réussi à harmoniser 4 revendications avec des organisations de 14 pays d'Europe. Donc c'est aussi pour montrer qu'on ne s'isole pas. On ne s'isole pas. Vous n'êtes pas que franco-français, il y a une vraie aspiration à l'égalité au niveau européen et vous vous retrouvez avec plein d'autres associations. Voilà. Et les quartiers, pour pouvoir faire parler d'eux et pour pouvoir se faire entendre, il ne faut pas qu'ils parlent qu'entre quartiers. Il faut aussi aller chercher l'ensemble de la population à ses côtés. Et la revendication d'égalité permet cela. C'est difficile ce travail en réseau, que ce soit en France ou que ce soit avec les autres associations européennes pour travailler ensemble. C'est difficile à mettre en œuvre. Il y a parfois des animosités. En France, il y a d'autres réseaux qui existent. Vous arrivez à travailler avec eux, des réseaux comme Passons-nous ou Assez le feu. Vous arrivez à travailler avec eux ou il y a... Alors, nous, on est dans une démarche vraiment unie pour l'égalité, donc où, dès qu'il y a quelqu'un qui bouge, on va à son initiative. Et on fait la même chose, on invite les autres à nos initiatives. La démarche pour pouvoir unir ces forces associatives et ces forces syndicales, parce qu'on a aussi besoin des forces syndicales, et ces forces politiques aussi, c'est de faire pour nous des tours de France. Alors on fait des tours de France de l'égalité, où on va de ville en ville faire un débat public, rencontrer les acteurs, les inviter localement et leur dire voilà, on veut agir ensemble. Et puis on fait des universités. Nos universités d'été, nos universités d'automne sont des occasions de se rassembler entre les maisons des potes, mais aussi avec justement les gens d'Assez le Feu, les gens de l'UNEF, les gens de la CFDT, les gens de la FASTI, les gens des partis politiques, en disant voilà, il faut qu'on réussisse à se rassembler sur des tables rondes. On n'est pas forcément d'accord, on échange, on partage, et ce dialogue-là nous fait découvrir des forces engagées. Le fait d'être ouvert permet des rencontres qui sinon ne seraient pas possibles. Et ces universités d'été, d'automne, on a décidé de les ouvrir à l'international aussi. Donc il y a un travail de traduction. Notamment sur une de ces 4 propositions, dont le droit de vote des immigrés aux élections locales. Vous y croyez? Parce que ça fait tellement longtemps qu'on en entend parler. Vous croyez qu'un jour ce sera possible? Oui. Nous avons en tout cas l'idée que, puisqu'il y a 8 pays d'Europe qui l'ont déjà donné, qu'on vient de le donner, les Marocains viennent d'avoir le droit de vote pour les prochaines élections en Espagne, que c'est dans le contexte européen de conquête des droits que la France ne peut pas rester à la traîne. On peut gagner cette revendication-là, et c'est une revendication qui permet d'envoyer un message à toute une jeunesse, parce que ce n'est pas uniquement à ceux qui vont avoir le droit de vote qu'on envoie un message, à toute une jeunesse en disant « enfin, on respecte vos parents ». Et ça va avoir un impact de prise de confiance dans la République. Donc une association militante, mais aussi une association de terrain. Quelles sont les actions que vous développez concrètement? Vous avez notamment lancé SOS Stage. Qu'est-ce que c'est en 2 mots? Alors, depuis 5 ans, donc, dans un lycée de Villiers-le-Bel, qui s'appelle le lycée Pierre Mendès France, et puis ensuite à La Courneuve, dans le lycée Denis Papin, et puis dans différents lycées d'Île-de-France et de Roubaix, etc., on va chercher des lieux de stage pour des jeunes qui font des CAP et des bacs pro, et qui étaient, on va dire, un petit peu décrocheurs, qui n'avaient pas vraiment le goût de réussir leurs études, et à qui on rajoute une difficulté en leur disant trouvez votre stage vous-même. Alors, quand on sait que c'est difficile de trouver un travail, mais trouver un stage, c'est très difficile aussi. Puis il y a de la discrimination aussi pour trouver des stages. Et donc, l'idée, c'est de leur dire non, on ne vous abandonne pas, on va vous aider à trouver un stage. Et ce stage, c'est le moyen pour vous d'avoir votre CAP et votre bac pro, parce que si vous n'avez pas votre CAP et votre bac pro, vous serez au chômage. Donc, il faut absolument les aider quand ils ont une période de doute, parce qu'après, ça sera trop tard. Donc, ce travail, on le fait avec des jeunes volontaires en service civique. Ce sont des étudiants qui sont à Paris 13, à Paris 8, à Nanterre, à Créteil, qui viennent aussi des quartiers, qui sont en train de faire des études supérieures et qui ont besoin de gagner aussi leur vie à côté, et qui disent bon, moi je vais aller aider les plus jeunes, je vais aider ceux qui n'ont pas réussi à aller à l'université, mais qui sont en train d'essayer de chercher aussi un avenir professionnel dans ce pays, et je vais leur apporter ma solidarité. Et cette idée de passerelle, de solidarité entre une même génération, ça donne de l'enthousiasme à ces jeunes, parce qu'ils disent ah, si on vient me chercher, si on vient me donner un coup de main, c'est qu'on s'intéresse à moi. Et ça, c'est très important.
Alors on arrive vraiment en fin d'émission. Il y a une autre, il fallait parler de Pot à Pot, c'est votre publication, vous en avez parlé. Donc en 2 mots, qu'est-ce que c'est que ce Pot à Pot? Vous éditez cela depuis combien de temps? Alors depuis 1993, donc c'est le magazine des quartiers, le seul qui survit dans un univers où la presse s'éteint peu à peu, qui continue d'être imprimé en version papier et qui a une vie sur Internet, sur potapot.com. C'est un magazine qui permet de valoriser ceux qui agissent sur le terrain, qui valorise les conquêtes d'égalité, qui valorise les actions qui sont menées contre les discriminations et qui donne la parole à ceux qui ne l'ont pas dans les grands médias, mais qui ont quelque chose à dire de très important et qui illustrent leurs revendications par un certain nombre de faits précis. Et donc c'est des articles très courts, très percutants, qui ont aussi vocation à être partagés dans les acteurs de la politique de la ville. Il y a 8 000 abonnés, 9 000 abonnés qui sont les associations, les élus dans les quartiers populaires. Et l'idée, c'est que quand quelque chose d'intéressant se passe à Nantes, à Roubaix, à Amiens, eh bien, c'est bien qu'à Grigny, à Épinay, à Sarcelles, on soit au courant et qu'on puisse aussi puiser dans les expériences des uns et des autres comme on les partage dans ce pot à pot. La philosophie du réseau, et si ça vous intéresse, un site internet www.potapot.com. Voilà, c'est la fin de l'émission. Les 3 dernières questions à tous nos invités sont les suivantes. Si vous aviez un lieu à nous conseiller, un lieu à visiter? Eh bien, je dirais la Grande Borne, dans l'Essonne. C'est là où j'avais monté la Maison des Potes de la Grande Borne dans les années 90. C'est une cité gigantesque, magnifique, mais coincée au bord de l'autoroute, entre l'autoroute et les champs, et dans laquelle il y a une vie associative qui est possible. Parce que si on fait confiance aux habitants, on est capable de les mettre en mouvement avec de l'énergie bénévole, avec du militantisme, mais avec des moyens. Une Maison des Potes à Grigny a fermé, parce qu'on n'arrivait même pas à payer les cotisations sociales. Mais il y a une énergie, une volonté dans cette cité qui est formidable. Il y a beaucoup de gens très importants qui ont fait leurs preuves au sein de la Maison des Potes, qui sont devenus importants aujourd'hui. Donc, allez visiter une cité. Borne. Si vous êtes en Ile-de-France, c'est la Grande Borne. Ça, c'est le lieu à visiter. Si il y avait un événement à ne pas manquer? Alors les universités d'automne, les universités européennes de la Fédération des Maisons des Potes. On va rassembler des leaders antiracistes, des députés européens, des leaders syndicaux, et on va lancer une campagne unie pour l'égalité avec 14 langues, donc parce qu'on veut parler à l'opinion publique des 14 pays d'Europe. Et si vous aviez un projet fou? Ça serait de renouer avec l'ambiance de générosité du 15 juin 85, quand, place de la Concorde, à l'initiative de Touche pas à mon pote, il y avait eu des centaines de milliers de personnes qui étaient venues converger pour dire « La France que j'aime, c'est la France fraternelle, c'est une France solidaire, c'est une France qui dit non au Front National ». Et donc, qu'on retrouve cette énergie, cette générosité, cette ambiance fraternelle, ça vraiment, c'est un vœu le plus fou. Samuel Thomas, merci beaucoup de nous avoir raconté la Fédération des Maisons des Potes. Si vous voulez plus d'informations, vous allez sur leur site internet www.maisondespotes.fr. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Demain la Cité. Au revoir.